Bonjour tout le monde. Alors, je me présente. Mon nom, c'est Marjorie Ménard. Je suis conseillère aux attestations d'études professionnelles, aux services aux entreprises et aux projets de la Commission des partenaires du marché du travail à la Fédération des commissions scolaires du Québec. Donc, ça me fait plaisir de présenter ou de co-animer la présentation de cet AEP-là aujourd'hui. Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter la bienvenue ici à l'École des métiers et l'équipement motorisé. Je tiens à remercier la direction, Mme Goyette, ainsi que Marie-Christine Decourcy à la direction de l'expertise, du bureau d'expertise, je ne me trompe pas. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous accueillir ici et de collaborer étroitement aussi pour cette séance d'information-là. On est tout près de 70 personnes qui ont répondu à l'appel à cette séance d'information-là. Comme je mentionnais à plusieurs, c'est aussi populaire que le programme pour les préposés en résidence privée pour aînés. Donc, mécanique de véhicules électriques, c'est pas pour moi. Donc, suscite un engouement assez significatif. Alors, je tenais à vous mentionner, là, vous êtes tout près de 70 personnes. Il y a autant des enseignants, des agents de développement des services aux entreprises, des conseillers pédagogiques, des directions adjointes. On a, je pense, 38 personnes en ligne, plus d'une vingtaine ou trentaine ici en salle. Là, quand même, c'est assez intéressant. On est vraiment très contents. Juste en guise d'information, si vous avez besoin d'aller à la salle de bain, c'est ici, en sortant à gauche, il y a 2 salles de bain. Donc, juste pratico-pratique. Donc, brièvement, c'est pas moi qui va faire le clou de la présentation, mais je vais quand même expliquer pour ceux qui me connaissent peu mon rôle à la Fédération. J'ai un mandat du ministère de l'Éducation. En fait, la Fédération a un mandat du ministère de l'Éducation pour coordonner l'élaboration des programmes d'études menant à l'attestation d'études professionnelles et pour favoriser la mise en œuvre de ces programmes-là dans toutes les régions du Québec. Donc, bien entendu, à la Fédération, c'est moi qui porte ces dossiers-là. Et c'est dans le cadre de ce mandat-là que j'ai demandé à la Commission scolaire de Montréal s'ils étaient ouverts à collaborer pour faire une séance d'information pour informer les commissions scolaires de l'arrivée de ce nouveau programme d'études-là. Donc, dans le cadre de mon mandat, bien entendu, ça fait un petit peu plus d'1 an que je suis à la Fédération. J'ai déjà modifier certaines façons de faire pour favoriser la connaissance et la mise en œuvre de ces programmes-là. Entre autres, j'ai déposé tous les programmes d'études menant aux AEP dans la plateforme TICFP. Donc, toutes les commissions scolaires, sans exception, ont reçu un code d'accès et un mot de passe pour avoir accès à tous les programmes d'études, ainsi que les guides pédagogiques si toutefois il y en a pour certains programmes, ainsi que l'étude de pertinence, l'analyse de profession. Donc, les commissions scolaires qui souhaitent implanter un nouveau programme, bien, vous avez toute l'information sur TICFP. Les codes ont été envoyés aux responsables des services aux entreprises des commissions scolaires. Donc, il y a un code par commission scolaire. Vous devez contacter cette personne-là et le code est à partager à toute personne qui a un lien avec les commissions scolaires, un lien avec les AEP dans la même commission scolaire. Donc, je vous encourage à aller visionner. Donc, c'est une façon pour moi de rendre disponibles tous les programmes plus facilement. Auparavant, bien, à la pièce, on envoyait par courriel selon les demandes, les programmes. Donc, je trouvais qu'on pouvait être plus efficace dans ce mécanisme-là de diffusion. Également, dès la prochaine session, la prochaine année scolaire, plutôt vers le mois d'août probablement, il y a un guide de mise en œuvre pour faciliter l'implantation d'un nouveau programme AEP qui va être disponible et qu'on pourra également vous partager. Probablement qu'on organisera un webinaire pour bien l'expliquer, mais vous savez, les AEP, bien, ce ne sont pas des programmes ministériels, donc ça suscite beaucoup de questionnements parce que ce sont nos programmes et c'est nous qui sommes responsables de l'implantation et des façons de faire. Donc, dans le cadre de mon mandat également, je veux juste préciser que les AEP, ce ne sont pas des programmes ministériels, mais ce sont des programmes dont l'élaboration est financée par le ministère et les programmes sont également approuvés par le ministère.
Donc, c'est la petite distinction qui est importante de connaître. Ce sont des programmes de courte durée. Ça peut être des programmes de perfectionnement comme des programmes d'accès à la profession, donc un programme initial. Les programmes AEP, c'est important de mentionner qu'ils sont financés ils peuvent être financés de différentes façons par le ministère via les enveloppes fermées. Ça, c'est important parce que si vous souhaitez implanter ce programme-là, entre autres, ce n'est pas une enveloppe ouverte du ministère comme un DEP, c'est une enveloppe qui est fermée, qui est gérée par la table régionale. Donc, si vous avez besoin de financement pour offrir ce programme-là, vous faites une demande à la table régionale de votre région. Donc, c'est un programme qui peut être aussi financé par Emploi Québec, qui peut être aussi financé par une entreprise ou une organisation peut acheter le programme pour diffuser la formation. Ça peut être financé aussi par la CPMT via les programmes disponibles avec le FDR-CMO. Donc, voilà. Et étant donné que ce ne sont pas des programmes du ministère, j'attends un petit peu, il n'y a pas d'investissement d'implantation. Donc, vous avez dû recevoir toute la liste de matériel et de MAO. Nécessairement, ça prend beaucoup d'équipement pour offrir ce programme de spécialité-là dont on parle aujourd'hui. Mais le ministère, étant donné que les AEP, ce ne sont pas leurs programmes, ils ne font pas d'investissement d'implantation. Donc, c'est la raison aussi pour laquelle on fait une séance d'information comparativement au programme d'études ministérielles où le ministère fait une séance d'implantation. Mais nous, on n'a pas de financement d'implantation, d'où l'importance de collaborer avec le marché du travail, avec les partenaires, pour être en mesure d'offrir ce programme-là. Donc, c'est la brève introduction que j'avais à faire en fonction de mon rôle. Je vais laisser la parole à Arlène et à nos experts. Le déroulement, ben, en fait, vous avez sur la présentation un bref ordre du jour. Donc, on est rendu au point 3, l'historique et la mise en contexte de l'étude de pertinence que je vais laisser Arlène nous expliquer. L'analyse de profession. Et ensuite, avec l'explication du programme, on va y aller compétence par compétence. Bien entendu, on ne fera pas une lecture du programme. Vous l'avez reçu. On va cependant mentionner, on va expliquer le cœur de la compétence et on a nos deux experts ici là, que je vais laisser Arlène présenter, qui pourront répondre à vos questions. Donc, on vous invite à poser des questions, soit en ligne via le chat ou soit ici en levant la main et en posant votre question assez forte qu'on puisse tout le monde entendre. Donc, c'est un peu notre façon de fonctionner là, pour que la rencontre se déroule bien. Par la suite, on va faire une pause tout dépendant de l'engouement des questions et tout ça. Là, on fera une pause à un certain moment. Par la suite, on a invité aussi des partenaires à venir nous expliquer le portrait de la main-d'œuvre actuelle, considérant l'arrivée de ce nouvel AEP-là, de cette nouvelle AEP-là plutôt, qui est une AEP de spécialisation. Donc, on a des partenaires ici. Puis également, je prendrai quelques minutes pour vous parler un petit peu de notre plan de match pour les guides pédagogiques, les évaluations de sanctions et l'instrumentation RAC en lien avec ce programme-là. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour la première partie? Ça va? En ligne, on n'a pas de questions. En ligne, vous pouvez aussi activer directement votre micro et poser la question. N'hésitez pas, à la limite, vous allez avoir peut-être l'impression de nous couper. Ce n'est pas très grave. Là. On va faire comme si c'était comme si vous aviez levé la main. Donc, allez-y comme ça. S'il n'y a pas d'intervention, on peut commencer. Parfait. Alors, bonjour tout le monde. Je m'appelle Arlène Saint-Pierre. Je suis conseillère pédagogique au bureau de l'expertise, aux parcours généraux et professionnels de la commission scolaire. Alors, je suis bien heureuse d'être ici avec vous pour vous présenter le beau nouveau programme de mécanique de véhicules électriques qui porte un numéro qu'on vous donnera tantôt. En fait, l'idée au départ, c'est un petit peu de vous parler un peu de l'historique, de comment ça a démarré tout ça, ce beau projet-là. Alors, c'est une initiative commune avec l'École des métiers de l'équipement motorisé de Montréal et de notre bureau, qui, à travers différentes lectures et portraits statistiques et analyses de comités sectoriels,
ont fait différents constats en se disant, je pense que peut-être qu'il y aurait besoin d'élaborer une formation pour répondre aux besoins de main-d'œuvre en électrification des transports, donc pour l'entretien mécanique, bien sûr. Donc, on a fait affaire avec, évidemment, on a fait un avis d'intention qu'on a envoyé à la Fédération qui, elle, a distribué ça. Et on a 8 commissions scolaires dans toutes les régions du Québec qui ont accepté de collaborer à ce beau projet-là. Donc, vous avez la liste ici que je vais éviter de répéter. Alors, c'est en juin, donc, 2016 qu'on a décidé de rédiger cette étude de pertinence-là qui devait se faire la démonstration, finalement, d'un besoin de formation. On a aussi plusieurs partenaires du marché du travail qui se sont joints à nous. Le comité sectoriel de main-d'œuvre des services automobiles, qui sont ici aujourd'hui, je crois, la Ville de Longueuil, Théo Taxi, Taxelco. On connaît un peu l'histoire maintenant, aujourd'hui, de cette entreprise, mais quand même, c'était un joueur très, très intéressant. Il y a 3 concessionnaires automobiles et 2 ateliers de réparation qui ont collaboré à l'étude de pertinence avec leur soutien et leur appui, et aussi un magasin de pièces automobiles. Donc, quand même, on a un portrait là, assez varié de partenaires du milieu du travail et celui du milieu de l'éducation aussi. Ensuite, l'étude de pertinence a permis de définir la fonction principale du mécanicien et de la mécanicienne en véhicule électrique. Cette fonction-là, vous verrez dans l'étude de pertinence et dans le programme, elle ne changera pas. Ça veut dire que donc, on l'a bien nommé tout de suite en partant. Donc, le mécanicien, la mécanicienne en véhicule électrique, les tâches sont vraiment liées à l'entretien et à la réparation des systèmes électriques et électromécaniques sur des véhicules à propulsion électrique et à hybride électrique. Les différentes appellations d'emploi connexes avec cette fonction de travail-là, on retrouve technicien en réparation et en entretien de véhicules électriques et mécanicien, mécanicienne, réparateur de véhicules automobiles, de camions et d'autobus. Ce sont les 2 appellations les principales. Au niveau des milieux de travail qui ont été répertoriés pour nos mécaniciens et mécaniciennes, bien sûr, on a les garages de concessionnaires automobiles, les ateliers de mécanique automobile indépendants ou sous bannière, et aussi des entreprises de flotte de véhicules électriques. Et on pourrait peut-être aussi penser aux autobus électriques, mais il faudra le déterminer dans un avenir. Ensuite, concernant la réglementation actuelle, en 2016, on n'en avait pas. En 2018, on a revalidé, puis il n'y a toujours pas vraiment de réglementation pour la fonction de travail. Il n'y a aucun programme de formation non plus qui est accrédité présentement en électrification des transports en formation professionnelle. Et il y a bien sûr le DEP en mécanique automobile qui aborde des notions de base très sommaires d'une moyenne d'à peu près 150 heures là, sur des notions électriques très, très variées. Donc, ça expliquera un peu pourquoi, tantôt, quand je vais parler des préalables, qu'on fait un lien avec ce programme. Ensuite de ça, au niveau des offres de formation disponibles en lien avec le métier, bien sûr, on a une nouvelle formation sur mesure qui a été élaborée, mise en application en 2018 sur les véhicules motorisés électriques, les véhicules motorisés électriques. C'est une formation de 150 heures qui a débuté en 2018 et actuellement, il y a 3 cohortes d'élèves qui ont pu bénéficier de cette formation-là. C'est une formation qui est axée vraiment sur les bases de l'électrification. Donc, être capable, je pense que je pourrais peut-être laisser Yves Recette parler un petit peu plus de ce programme-là, mais grosso modo, là, si tu le résumais en 2 mots. C'est une bonne introduction pour les techniciens là, qui veulent devenir avoir une bonne connaissance au niveau de l'électrification des transports. Parfait, introduction. Excellent, parfait. Voilà. Donc, j'ai demandé à un de nos experts, Yves Recette, j'ai oublié de le présenter. Je l'aurais fait, j'y aurais pensé quand je vous présenterai le programme d'études.
Mais puisqu'on y est, ça me fait plaisir d'être soutenu pour la présentation aujourd'hui des deux experts qui ont collaboré depuis le début du projet à la réalisation de ce programme. Donc, Yves Rassette, qui est enseignant ici à l'École des métiers de l'équipement motorisé, et M. Stéphane Hébert de la commission scolaire de Sherbrooke, qui est enseignant aussi en mécanique automobile. Donc, merci d'être là et d'avoir collaboré. Et c'est eux qui vont être les spécialistes pour répondre vraiment à vos questions sur les contenus du programme d'études. Alors, sans plus tarder, je poursuis avec l'étude de pertinence. Oui. La formation 105 heures, est-ce que c'est pour du service d'entreprise? Oui. On nous demande si la formation de 105 heures qui est donnée, constitue une formation en entreprise et la réponse est oui. C'est sur mesure. C'est une formation sur mesure qui constitue vraiment une introduction au système électrique des voitures. OK. Donc, cette formation-là de 105 heures est aussi une attestation d'études collégiales technologie de véhicules électriques qui est donnée notamment à Saint-Jérôme, qui est plus spécialisée et qui ne touche pas vraiment l'entretien et la réparation là, sur des véhicules hybrides. On est plus ici dans la conception. Voilà. L'étude de pertinence nous a permis de soulever différents constats. Okay? Ces constats-là, finalement, c'est sur ça que repose l'idée d'un besoin de formation. Le premier, c'est qu'il y a vraiment une émergence du secteur de l'électrification au Québec depuis plusieurs années. Notamment par le plan d'action du ministère du Transport du Québec, le plan d'action qui couvre de 2015 à 2020, par des flottes de transport, l'apparition de différentes flottes de transport. Bon, je reviens encore à Théo Taxi. À l'époque, en 2016, évidemment, ils étaient tous là. Hein. Il y a Taxi Diamond, entre autres, aussi à Montréal, qui est en train d'électrifier beaucoup leur taxi. Et le métro léger automatisé, le REM, est électrique. Donc, ce sont quand même de bons exemples là, qui permettent de justifier là, cette émergence-là. Les changements technologiques, informatiques et électroniques aussi nécessitent non seulement des bonnes connaissances de base en mécanique automobile, mais aussi une expertise en électricité et des savoirs très, très spécifiques à ça. Le CSMO Auto, dans son analyse de 2014 à 2017, notait qu'il y avait une pénurie importante de mécaniciens automobiles. On était de l'ordre, prévoyait avec les départs à la retraite, avec les nouveaux emplois et tout ça, et prévoyait pour ces 3 années-là, 2014 à 2017, plus de 2800 emplois disponibles à couvrir, à combler. Et c'est pour ça aussi que le CPMT a fait une fonction de travail à prioriser aussi dans ses recherches. Les derniers constats, autres constats aussi, c'est que les services après-vente pour les ateliers d'entretien et de réparation demeurent très précaires. C'est qu'ils ont de la difficulté à avoir accès à l'information technique. L'appropriation du matériel et de l'équipement aussi est très coûteux. C'est pas tout le monde qui ont les moyens nécessairement de s'équiper pour répondre aux besoins et à la demande. Et donc, investissement important au niveau de l'outillage, de l'appareillage électronique et tout ça. Et ce qui fait que finalement, le consommateur et les propriétaires de véhicules électriques demeurent un peu prisonniers du service après-vente des concessionnaires et ils sont liés par leur garantie. Donc, ce sont les constats principaux qu'on a fait avec l'étude de pertinence. Est-ce que des questions par rapport à l'étude de pertinence? Ça, dans la réalisation d'un programme d'études, ça constitue c'est la première étape à faire. On envoie ça au ministère après et le ministère nous autorise par la suite à faire une analyse de profession qui consiste en 2 journées de consultation auprès d'experts de métier
pour vraiment déterminer quelles sont les fonctions essentielles, les tâches, les habiletés, les connaissances qui sont requises pour l'exercice du métier. Participent également à ces journées de consultation des gens du ministère, des gens de comités sectoriels, des comités de secteur, des gens des entreprises et donc du secteur du travail à titre d'observateur. On a aussi la Commission des normes et de l'équité du travail, le CNEST, qui vient aussi participer à cette analyse de profession pour documenter finalement tout l'aspect santé-sécurité au travail, qui se traduit bien sûr toujours par une compétence dans un programme d'études. Donc, brièvement, je vais vous parler un peu de l'analyse de profession. Donc, même chose, on est toujours les mêmes finalement à collaborer et à coordonner. Donc, Marie-Christine Lecourcy qui a supervisé la coordination de tout ce beau projet-là. La conception et la rédaction, on a Pierre Cloutier qui est conseiller en élaboration de programme, donc qui a participé à la rédaction du projet. Yves Rassette, qui est avec nous ici aujourd'hui, et moi-même. Et à cette collaboration-là de consultation, 11 spécialistes de la profession ont participé à l'analyse de profession et 10 observateurs et observatrices aussi ont participé. Vous retrouverez en détail leurs noms dans les annexes à la fin du document de présentation. Et sinon, dans les documents d'analyse de profession et tout ça, vous aurez les noms et les fonctions de chacun de ces gens-là. Donc, l'analyse de profession a permis de faire un consensus, parce que c'est un peu ça l'idée, c'est de faire un consensus sur la définition de la tâche, de la fonction de travail, qui n'a pas changé. On se retrouve avec une définition tout à fait similaire à celle de tantôt. Donc, que le mécanicienne de véhicules électriques effectue diverses tâches liées à l'entretien et à la réparation des systèmes électriques et électromécaniques sur des véhicules à propulsion électrique ou hybride électrique. Donc, c'est vraiment la fonction de travail qui a été déterminée. Les milieux de travail n'ont pas changé. On est encore dans les mêmes catégories, garage, concessionnaire, atelier indépendant ou sous bannière et entreprise de flotte de véhicules électriques. Toujours pas de réglementation et bien sûr des règles de santé et de sécurité qui ont permis de soulever différents risques physiques, électriques, thermiques, ergonomiques et psychosociaux dans l'exécution de cette fonction de travail-là. Les compétences, habiletés, connaissances qui sont requises, qui seront à développer. Au niveau des connaissances, c'est bien sûr, on va s'attendre à ce que le candidat, l'élève, ait des notions en mécanique générale. Il va développer des notions en électricité, en électronique et en informatique aussi. Au niveau des habiletés, dextérité manuelle, une bonne planification, une bonne organisation du travail va être essentielle. Sens de l'observation. On disait que les mécaniciens de véhicules électriques devaient avoir des yeux au bout des doigts. Okay? On fait appel aussi à l'odorat pour détecter des anomalies, des odeurs inhabituelles ou au toucher. Donc, tous les sens ici sont sollicités, alors c'est important. On parle aussi d'une capacité à repérer facilement de l'information et à résoudre des problèmes. On est vraiment dans un processus de résolution de problèmes. Donc, ce sont essentiellement les habiletés, les grandes habiletés qui vont être requises pour cette fonction de travail-là. Au niveau des attitudes, bien sûr, patience, minutie, un peu de débrouillardise, c'est toujours bon. Être efficace, organisé, capacité de s'adapter aussi à la clientèle, donc d'avoir une approche client qui va être professionnelle et éthique. Rangement, bien sûr, être propre. Voilà. Donc, toutes ces connaissances et ces habiletés vont être reprises un petit peu dans le programme d'études, dans la nomenclature des différentes compétences. Vont se traduire dans ça. OK. Bon, il ne veut plus avancer? Il ne veut plus? OK.
Les principales tâches qui ont été recensées au niveau de l'analyse de profession, dans l'analyse de profession, donc avec le processus de consultation, il y a 6 tâches qui ont fait consensus. Et c'est autour de ces 6 tâches-là qu'on a construit le programme d'études et que ça s'est traduit par 12 compétences. Donc, parmi ces tâches-là, on va prendre le temps de les regarder. Vérifier le fonctionnement d'un système de freinage à régénération, vérifier le fonctionnement de systèmes de motorisation, vérifier le fonctionnement des systèmes de contrôle, vérifier le fonctionnement des systèmes de communication réseau, vérifier le système de haute tension et de recharge et vérifier le fonctionnement du système de gestion thermique. Donc, pour ceux qui ont pris connaissance un peu du programme, vous verrez que plusieurs de ces tâches-là sont devenues des compétences en soi. Okay? Tandis que d'autres ont été regroupées pour se traduire un petit peu autrement. On fera la présentation sous peu. Ça va pour ça? Est-ce qu'on a des questions sur les préambules de l'élaboration du programme? On ne s'est pas trop trompé. La définition des tâches, les consensus sur des tâches, oui? Pourquoi c'est un AEP spécialité plutôt qu'un ASP? Parce que au niveau des... les ASP sont demandés par le ministère, alors que les AEP sont sous la responsabilité des commissions scolaires, mais comme disait Mme Ménard tantôt, sont approuvés et autorisés et financés par le ministère. Et oui, bien, en fait, Marjorie? Bien, en fait, je n'aurais pas la raison pour laquelle, mais moi, je ne connais pas d'ASP présentement en élaboration au ministère. Donc, depuis un certain temps, on ne voit pas de nouveaux ASP. J'entends que le ministère ne développe plus d'ASP, mais je ne sais pas si c'est une réponse officielle, je ne sais pas pourquoi non plus, mais je sais que le ministère m'interpelle souvent pour me dire qu'ils ont une demande de développer un ASP, mais que finalement, ils redirigent à la Fédération pour développer un AEP. Donc, et ce n'est pas le seul programme de perfectionnement dans notre caseload d'AEP. On a aussi l'AEP en soins palliatifs pour les infirmières auxiliaires, qui est un AEP de perfectionnement. Donc, ça prend vraiment un DEP pour être admis à cet AEP-là. Donc, un AEP peut aussi être un programme de perfectionnement. Mais c'est ça. Voilà. Je pourrais ajouter une petite précision là, au regard de l'AEP versus l'ASP. C'est sûr qu'en ce moment, il y a la réactualisation d'énormément de programmes de DEP et mécanique auto en fait partie. Donc, avant de commencer à penser à peut-être une ASP, bien qu'il n'y en ait pas de développement au ministère, il y avait quand même l'idée de réouvrir le DEP en mécanique auto et de voir à revoir les compétences. Est-ce qu'il y aura plus d'électricité? On ne sait pas, mais c'est sûr qu'ils n'étaient pas pour autoriser ou en tout cas entreprendre des démarches pour faire une ASP avant d'avoir révisé le DEP. Aussi, ça, ce n'est pas nécessairement une ligne officielle, mais le ministère a tendance à penser que tout ce qui appartient à une ASP devrait être tout sous la gouverne des entreprises dans le marché du travail pour avoir une spécialisation, alors que les DEP permettent aux élèves d'arriver au seuil du marché du travail. Donc, il y a une tendance à voir que les entreprises puissent plutôt assumer le développement de spécialisation et non pas que les programmes officiels. Au niveau des interventions dans la salle, lorsque c'est plus qu'une question, vous allez devoir vous déplacer pour parler légèrement plus fort parce que les gens à distance n'entendent pas. Donc, je ne t'ai pas arrêté parce que je pensais que ça allait être court, mais les gens me disent qu'ils n'entendent pas. Non, ben c'est pas grave. On va essayer de booster le son au montage après. Alors, si je peux me permettre si peut-être juste résumer, oui. Mais pour les longues interventions, soit parler très, très fort, ben, crier, ou vous rapprocher, s'il vous plaît. Puis après ça, je vais avoir une question par écrit à vous transmettre. Parfait. Tu veux-tu résumer? Non, vas-y. OK. Alors, donc, Mme de Courcy précisait que la révision du programme de mécanique automobile fait partie du plan triennal. Donc, ça peut aussi justifier la raison pour laquelle on ne consacre pas de temps là, ou d'énergie ni de sous, parce que c'est quand même assez dispendieux, à la réalisation d'ASP. Donc, est-ce que la révision du programme de mécanique automobile va permettre
de renforcer un peu, d'ajouter un peu plus de notions en électricité. Ce sera à voir, sauf que, comme on a fait tantôt, on l'a vu tantôt, les constats, il y a une émergence de besoins, c'est maintenant. Donc, on pense que notre programme va permettre de répondre quand même à ce besoin de formation et d'expertise, et en attendant qu'il y ait peut-être une révision du programme. Est-ce que ça traduit bien votre pensée? Excellent. Question aussi de M. Patrick Marcoux qui dit « Pourquoi vérifier plutôt qu'entretenir et réparer les systèmes dans les tâches ayant fait consensus? » Je ne comprends pas la question. C'est plus d'ordre des spécialistes. On dit, pourquoi vérifier? Je crois que la tâche est entretenir et réparer les systèmes. OK. On dit pourquoi pas vérifier? Okay. Pourquoi pas utiliser le terme vérifier ou le verbe vérifier? Là, on est dans des niveaux taxonomiques très, très particuliers ici. Et notre expert en élaboration de programmes est spécialisé dans la définition des fonctions de travail. Donc ici, je pourrais faire l'image peut-être un peu d'un Pac-Man qui en mange un autre. Okay? Donc, c'est sûr que quand on... Contraire. C'est le contraire, je m'excuse. C'est... OK, c'est ça. Donc, c'est le contraire. Je suis désolé. C'est pourquoi est-ce que vérifier a été utilisé et non pas plutôt entretenir et réparer? Oui, parce que la vérification va amener un entretien et une réparation s'il y a lieu. Donc, on est vraiment ici dans des niveaux d'osmologie et de taxonomie. Et on pourrait en parler longtemps. Ça a été, de toute façon, de longs sujets de conversation dans l'élaboration du programme. Et je ne me vois pas aujourd'hui, en l'absence de M. Cloutier non plus, de justifier les choix des critères. Donc, on va se contenter de vous présenter le programme compétence par compétence et je vous invite à prendre connaissance des éléments de compétence et des critères de performance ainsi que des savoirs liés qui sont dans le programme qui peut-être vont vous permettre de mieux répondre à votre question par vous-même. OK? Alors, ça va? On nous dit merci. Parfait. Excellent. Voilà. Alors, parce que sinon, je vais perdre des joueurs ici si on tombe dans le niveau de spécialisation. Oui. La question est à double volet. Premièrement, je reviens sur dans l'analyse de profession. Oui. Dans les milieux de travail, marqué, exemple, garage concessionnaire automobile. Est-ce qu'il n'aurait pas été pertinent de plutôt marquer équipement autorisé? Parce que là, on a beaucoup d'autobus qui sont rendus électriques, des véhicules lourds aussi qui sont rendus électriques. Puis le deuxième volet, ben, ça m'amène relativement au même point au niveau des préalables. Je vais en parler. Je vais en parler des préalables. C'est pour ça que tu revenais là-dessus. Oui, ça s'en vient. Je vais répondre à votre question. Je vais vous rassurer même. Mais le premier volet. Parler du premier volet? Premier volet. Le premier volet, moi, je vais vous répondre parce que la demande avait été faite en équipement motorisé. On nous a spécifié de cibler le véhicule léger. Exact. Donc, le ministère. Oui. Tu me permets? Donc, n'oubliez pas de reformuler fort en avant systématiquement s'il y a des interventions dans la salle, sinon on a juste la moitié de la conversation. Lorsque le ministère reçoit l'étude de pertinence, vous savez, l'étude de pertinence, ça sert à démontrer au ministère la pertinence d'avoir un programme d'études. Ça ne va pas plus loin, une étude de pertinence. Et c'est avec ce document-là que le ministère analyse avec la direction de l'adéquation formation-emploi, avec le responsable de secteur et d'autres analyses avec les équipes du ministère pour autoriser l'élaboration d'un programme d'études menant à l'AEP. Quand il l'autorise, il est possible qu'ils disent oui, mais vous devez, considérant tel aspect, vous concentrer davantage sur... Alors, c'est une directive du ministère. Donc, et ça arrive très souvent parce que le ministère doit s'assurer aussi des chevauchements de programmes, d'une certaine cohérence avec l'offre ministérielle. Alors, c'est pour ça qu'il y a eu une recommandation du ministère. Je ne sais pas si Marie-Christine, ça convient? Oui, exactement. L'autorisation ne nous permettrait pas d'aller au-delà. Voilà. Et ça, je vous dirais qu'on voit ça dans presque toutes les autorisations d'un programme. Là, ils disent oui,
mais ils nous demandent de nous centrer sur certains aspects, comme par exemple l'AEP en résidence privée pour aînés. On voulait inclure les ressources intermédiaires, ils nous ont dit non. Éducateurs canins, ils nous ont dit oui, mais vous devez vous assurer de ça. Ça doit répondre aux municipalités sur l'encadrement des chiens dangereux. Alors, dans chaque autorisation, ils disent oui, mais ils nous demandent de nous concentrer sur certains aspects et de ne pas aller dans d'autres aspects. Ça favorise les échanges entre le ministère de l'Éducation et le ministère. Oui. Du travail. Alors, prêt, on plonge. Plongeons dans notre beau nouveau programme. Voyons. J'ai un petit blanc. AEP 4246. Alors, on a enfin un numéro pour définir notre programme. OK. Donc, toujours sous la responsabilité de Marie-Christine Decourcy du Bureau de l'expertise, avec la collaboration de nos deux experts pour la conception et la rédaction, donc Yves Rassette et Stéphane Hébert, qui ont le bonheur d'être avec nous pour répondre à vos questions. Pierre Cloutier pour la conception au niveau de la conscience en élaboration de programmes d'études et moi-même qui a participé à la rédaction et à l'élaboration. Donc, toujours au programme, c'est important de préciser nos collaborateurs. Hein? Ils sont là, ils sont importants. Donc, 9 personnes du milieu de l'éducation et 14 personnes du milieu du travail ont collaboré donc, à la réalisation de ce programme-là. Donc, on ne s'est pas fait en vase clos. C'est un travail de longue haleine. Le but du programme d'études, pour ceux qui, j'imagine que vous le savez un peu, hein, un programme d'études, ça a 4 grands buts généraux et ça doit, dans ce cas-ci, pour la fonction de travail, permettre aux mécaniciennes et mécaniciens de véhicules électriques, donc, d'appliquer des activités en lien à l'entretien et à la réparation de systèmes électriques et électromécaniques sur des véhicules à propulsion électrique ou à propulsion hybride. Donc, les buts du programme, c'est bien sûr de rendre la personne efficace dans l'exercice de ses fonctions, de favoriser son intégration à la vie professionnelle, de favoriser l'évolution et l'approfondissement de ses connaissances de ses savoirs professionnels, parce que c'est toujours en continuité, et de favoriser aussi sa mobilité professionnelle. Donc, ce sont des grands buts généraux qui sont déterminés par le ministère et notre programme, quand on le rédige, doit répondre à ces orientations-là. Les intentions éducatives qui, elles, présentent les grandes orientations pour favoriser la formation de l'élève. C'est de favoriser l'acquisition des habiletés nécessaires à l'organisation et à la planification du travail. On a vu dans l'analyse de profession que ces habiletés-là étaient très importantes, donc on les remet ici comme intention éducative. C'est de favoriser aussi la conscience de l'élève à l'incidence de son travail et les constats sur la sécurité routière, de favoriser sa capacité à gérer son stress, à déceler des anomalies aussi qui sont prévisibles, à être capable de détecter rapidement, et rechercher rapidement de l'information, être capable d'exercer de la patience dans ses fonctions de travail, de développer aussi toute sa dextérité fine, dextérité motrice et d'encourager son éthique professionnelle. Donc, je vous laisserai faire la lecture plus en profondeur des différentes intentions, mais c'est vraiment l'orientation qui est donnée ici dans ce programme. Maintenant, vous avez la matrice des compétences qui résume, si on veut, ou qui propose un peu une séquence générale logique des apprentissages. Une matrice se compose toujours de compétences dites générales qui sont associées, qui ne sont pas nécessairement liées particulièrement au métier, mais dont les savoirs et les connaissances sont importantes et nécessaires à l'exercice de ce métier-là et qui seront appliquées à l'exercice et aux fonctions de travail du métier, ainsi que les compétences particulières qui, elles, sont liées spécifiquement à l'exercice de la profession. Donc, on a 5 compétences générales qu'on va vous présenter qui totalisent 180 heures du programme
Et on a 7 compétences particulières qui, elles, totalisent 465 heures pour un programme d'une durée totale de 645 heures. Marjorie, tantôt, expliquait que les attestations d'études professionnelles sont des programmes de courte durée. C'est 720 heures et moins. Sinon, ça devient un DEP. Alors, et le ministère aime ça quand c'est court. On a les autorisations plus rapidement quand c'est plus court. Mais il faut quand même donner le temps nécessaire pour réaliser les apprentissages des élèves et les rendre compétents. Donc, quand on voit ici des points noirs à l'intérieur de la matrice, ce sont ce qu'on appelle des liens fonctionnels entre les compétences générales qui sont en haut et qui doivent être réinvestis dans les compétences particulières. Donc, ce sont des savoirs et des connaissances qui sont nécessaires, qui est préalable à l'application de compétences ou d'activités plus particulières au métier. Est-ce que j'ai des questions par rapport aux matrices, à la matrice? On va présenter chacune des compétences. Donc, ça va? Pas de questions? Donc, n'hésitez pas en ligne, vous pouvez activer votre micro et intervenir directement de vive voix ou utiliser la boîte commentaires, chat, clavardage, pas d'autres synonymes. Parfait. Alors, je pense que les gens ont hâte d'entendre parler nos experts, fait que allons-y. OK. Ah oui. Tableau d'harmonisation. Donc, le ministère nous demande toujours de voir au niveau des formations qui existent déjà, s'il en existe, OK, s'il y a des compétences communes ou des compétences équivalentes avec d'autres programmes de formation. On a précisé tantôt dans l'analyse de profession qu'il n'y en avait pas de compétences, de programmes de formation, de spécialisation en formation professionnelle. On a soulevé une formation en entreprise tantôt, mais qui est adaptée et qui répond à un besoin émergent maintenant, mais qui ne peut pas être considérée commune ou compatible avec notre programme. Donc, il n'y a aucune compétence commune reconnue avec aucun programme d'études présentement dans le tableau d'harmonisation. Oui. En termes de compétences communes, on parle de programme, mais si on parle seulement des compétences générales, est-ce qu'il y a une différence? Oui, j'y arrive. En fait, au niveau des équivalences, au niveau général, il pourra y avoir par des processus de reconnaissance d'acquis. Oui. Okay? Donc, j'y arrive justement avec nos fameux préalables. Okay? Donc, 3 grands préalables, je les explique un peu plus en détail. Donc, comme Marjorie l'a dit tantôt, cette AEP est une AEP de spécialisation. Okay? Oui, ça aurait pu très bien devenir une ASP, mais pour le contexte qu'on a expliqué tantôt, où le DEP est en révision, dans un processus de révision au plan triennal, donc on en a fait une attestation de spécialisation. Et d'emblée, donc, un candidat qui voudra s'inscrire à cette formation-là devra avoir un DEP en mécanique automobile ou son équivalent. Et ça, bien, pour les commissions scolaires, les centres de formation en équivalent, il y a une annexe 5 qui existe, là, qui donne tous les équivalents possibles et acceptables là, pour les conditions d'admissibilité à ce programme-là. Deuxième préalable, on dit bien okay, la personne exerce un métier ou une profession en lien avec le programme d'études. En lien avec le programme d'études de mécanique auto ou en lien aussi avec le programme d'études de mécanique de véhicules électriques. Donc ici, une personne qui aurait, par exemple, une classe C qui déjà démontre qu'il y a 4 ans d'expertise, okay, pourrait très bien être éligible, admissible à ce programme d'études-là. Une personne qui aurait beaucoup d'années d'expérience, donc ce que je veux dire, c'est que ça va être au centre de formation de valider l'expertise pour admettre les gens dans le programme. Une personne qui a 2 mois d'expérience, par exemple, il faudrait valider si elle a vraiment les connaissances préalables de base qu'on a mentionnées, hein, les connaissances en mécanique, un peu en électricité, en informatique, nécessaires pour être capable d'appliquer.
Troisième condition possible, donc on est dans des « ou », la personne s'est fait reconnaître des apprentissages équivalents, soit par un processus de démarche de reconnaissance des acquis et des compétences. Et ça peut toucher ici plusieurs programmes. On parle d'engins mécaniques de chantier, on parle de véhicules lourds routiers, on parle de mécanique de véhicules légers, on parle aussi même de mécanique, du DEP de mécanique agricole, où il y a beaucoup de notions d'électricité qui sont appliquées. Et aussi, on a discuté avec M. Royer du ministère, le responsable du secteur, le nouveau programme en mécanique de véhicules de loisirs qui s'en vient. Fera aussi partie donc des programmes qui pourront être reconnus au niveau de l'expérience. Est-ce que ça répond aux questions pour les préalables? On a une question en ligne. Cet AEP étant reconnu comme une spécialisation, oui. Ne serait-il pas pertinent d'introduire un titre de technicien rendu à ce niveau? Ne serait-il pas une belle opportunité pour le métier à ce moment-ci? De l'équipe de CIFRA. Oui. La CIFRA ou CIFRA? Puisqu'on est en formation professionnelle, le terme technicien appartient au niveau collégial. Donc, on est vraiment au niveau de l'éducation supérieure. Donc, on ne forme pas des techniciens, on forme des mécaniciens et mécaniciennes en véhicules électriques là, pour ce programme-là. Voilà. Donc, on ne peut pas aller vers ça. Question dans la salle. Oui. Donc, j'ai un candidat qui a un DEP en engin de chantier qui veut le faire, il est admis. Oui. Ça va dépendre de son expertise. Jusqu'à formalité. Donc, un candidat qui aurait un DEP, la question c'est un candidat qui se présente avec un DEP en engin de chantier, est-ce qu'il pourrait faire le programme? Oui, certainement. Il y a les notions de base nécessaires. Bien sûr, ça va être la responsabilité du centre de s'assurer par des tests de validation de connaissances et d'expertise s'il a tous les bagages nécessaires pour entreprendre ce programme-là. Mais d'emblée, on pourrait lui reconnaître l'autorisation de son admissibilité. Ouais. Oui. Un étudiant qui a fait son DEP en électromécanique ou électricité, ça ne peut pas faire l'AEP. Non, parce qu'il n'y a pas de notion mécanique auto. Comme quoi que la tâche est électromécanique, c'est pour ça que je pose la question. Oui, là, on n'est pas dans ces eaux-là. En fait, on nous demande si quand un élève qui a fait un DEP en électromécanique ou en électricité, s'il serait admissible, non. Il faudrait vraiment qu'il fasse un processus de reconnaissance des acquis puis qu'il fasse une démonstration. Ça prend vraiment là, une expérience en mécanique automobile de base avec des notions d'électricité et d'électromécanique. Question de Daniel Déac. Oui. Oui, allez-y, monsieur. Est-ce qu'il y a un travail qui a été fait au niveau d'établir une espèce de liste ou d'une grille de connaissances et habilités qui serait nécessaire justement qu'on jugerait comme préalable acceptable? Parce que je trouve ça un peu flou de dire là, tu sais, on passe du DEP qui est quand même gros à quelqu'un qui exerce un métier ou une profession en lien avec le programme d'études. Ça, je trouve ça un peu vague. Mais est-ce qu'on a été capable de cibler justement des éléments de connaissances, habilités là, qui seraient comme un minimum? Parce que sinon, si on laisse ça à la discrétion des commissions scolaires, en tout cas, moi, je trouve ça flou un peu là, pour question d'admissibilité. J'ai eu moi-même cette surprise-là quand j'ai vu le programme, parce que moi, je suis à la Fédération, ça fait à peine 1 an et quelques mois, donc je n'ai pas suivi tous les travaux. Et quand j'ai vu le programme approuvé par le ministère, j'ai fait moi aussi un saut. J'ai dit, oh mon Dieu, c'est la première fois que je vois des préalables comme ceux-là. Et je trouvais ça effectivement assez large comme préalable et je me mets dans la peau d'un conseiller en formation, d'un conseiller pédagogique qui a à admettre dans un programme d'études des personnes avec des préalables comme ça, c'est questionnable. Donc, j'ai suggéré au ministère qu'on puisse faire une annexe pour préciser chacun des items, chacun des points dans les préalables pour justement outiller et aider les commissions scolaires dans la sélection et l'admission des candidats. Donc, on m'a dit que c'était une bonne idée. Alors, en collaboration avec le ministère et la Commission scolaire de Montréal, on va faire une annexe qu'on pourra mettre sur TIC-FP. Donc, peut-être qu'on sera en mesure de faire ça là, dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Mais nécessairement, je souhaite faire approuver cette liste-là par
le ministère pour nous assurer qu'on est cohérent aussi en fonction. Donc, le programme, une fois qu'il est approuvé par le ministre, on ne peut pas le changer. Le changer, là, même changer un point, une phrase, écoutez, c'est pas impossible, mais ça peut prendre beaucoup de temps. Donc, on va faire une annexe qu'on va mettre sur TIC-FP qu'on va rendre disponible aux commissions scolaires pour préciser. Est-ce que ça répond à votre question, monsieur? Oui, merci beaucoup. Parfait, merci. On a une autre question en ligne dans le clavardage. Les tests pour valider l'expertise préalable des candidats doivent être développés par le CFP. Doivent-ils être développés par le CFP? C'est une bonne question. Je pense que oui, mais ça pourrait être intéressant de le faire en partenariat. Hein? Favorisons les partenariats pour permettre d'uniformiser un peu ces pratiques-là. Alors, Marjorie, tantôt, va parler un peu de la plateforme, un peu plus de la plateforme et du dépôt des documents et tout ça. Donc, peut-être et des partenaires, des partenariats pour le développement de guides pédagogiques et tout ça. Donc, c'est peut-être un document de travail sur lequel on pourrait se pencher et intervenir. Au même titre que l'annexe. C'est préalable. Autre question? Pas pour l'instant. Ici, là-bas. Oui. Vous avez parlé pour est-ce que c'est capable d'utiliser le système de RAC dans ce programme? Vous vous questionnez à savoir si on peut utiliser la mesure RAC du ministère de l'Éducation pour un AEP? C'est ça votre question? Pour tous les programmes AEP, le ministère finance pour les AEP l'ouverture du dossier et les évaluations de sanctions pour les compétences. Et ça, c'est l'enveloppe ouverte du ministère. Mais oui, le ministère finance la RAC pour les AEP. La formation manquante, cependant, c'est autre chose. Ce n'est pas l'enveloppe ouverte du ministère, c'est l'enveloppe régionale. Et c'est toujours les SIRAC de chaque secteur francophone qui pourra préparer ces études avec la... Bien, en fait, le ministère... En fait, non, monsieur demande si c'est les CERAC francophones et anglophones qui ont le mandat de développer l'instrumentation RAC. Ça faisait partie de mes points, mais je peux l'aborder un petit peu, là. En fait, le ministère ne finance pas l'instrumentation RAC pour les programmes menant aux AEP. Il finance la RAC pour les programmes ministériels. Cependant, quand il y a un fort besoin, les CERAC ou une commission scolaire peuvent développer l'instrumentation RAC. Donc, on appelle ça de l'instrumentation locale. Et bien entendu, moi, je favorise un partage pour aider l'ensemble des commissions scolaires. Est-ce que c'est dire est-ce que chaque CERAC ou Non. Une commission scolaire peut avoir l'autonomie pour développer sa propre instrumentation et l'utiliser dans la mesure RAC du ministère sans nécessairement approuver l'instrumentation par le ministère. Il n'y a pas de problème parce que ce ne sont pas des programmes du ministère. Cependant, quand le ministère a quand même déjà développé l'instrumentation RAC, en fait, financé l'élaboration de l'instrumentation RAC pour un autre AEP parce qu'il y avait un fort besoin. Donc, s'il y a un fort besoin dans ce secteur-là pour faire de la RAC, je pourrais faire une demande au ministère. Donc, on pourra voir dans les prochains mois, là. C'est peut-être précoce à ce moment-ci, mais c'est pas impossible. Mais si je peux me permettre aussi, l'élaboration de l'instrumentation RAC doit, bien sûr, même si elle est locale, respecter les orientations ministérielles et les cadres d'élaboration. Et le CERAC, le Centre d'expertise en reconnaissance des acquis, ont mis à la disposition de tous les gabarits nécessaires pour la rédaction et l'organisation de la RAC. Donc, c'est beaucoup plus facilitant que c'était à l'époque. Il n'y a pas longtemps. Alors, c'est des outils qui sont très, très aidants. OK. Donc, on poursuit. Il n'y a pas d'autres questions? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Parfait. Alors, plongeons dans nos compétences. Le programme, donc, 12 compétences. On a dit 5 compétences générales et 7 compétences particulières. Bien sûr, le programme commence toujours par une première, qui est métier et formation, donc permet à l'élève
de se situer au regard de sa formation et de confirmer, si on veut, son choix d'orientation professionnelle. C'est une compétence qui permet à l'élève donc de prendre connaissance de la réalité du métier, du marché du travail, c'est quelles sont les conditions de travail et c'est de voir aussi l'évolution technologique et les répercussions sur le métier et de voir aussi les possibilités de métiers connexes. Donc, c'est une première compétence assez traditionnelle qui s'applique à tout programme d'études. Donc, est-ce qu'il y a des questions pour cette compétence? Non? Donc, on est ici dans une compétence plutôt générale. Donc, c'est une compétence de 15 heures, c'est quand même assez court. Deuxième compétence, on n'y échappe pas, on est vraiment prévenir les atteintes à la santé et à la sécurité. Donc, comme je vous disais tantôt, à l'analyse de profession, la Commission des normes d'équité en santé et sécurité a participé, a rédigé leur annexe concernant toutes les sources possibles et risques inhérents à la santé et sécurité en fonction de cette fonction de travail-là. Donc, ici, cette compétence-là va permettre à l'élève de prendre conscience des différents risques qui sont associés aux travaux effectués sur des véhicules électriques. Ça va le conscientiser aussi sur les normes et la réglementation en cours, les procédures de travail sécuritaire et tout ce qui concerne l'équipement de protection requis. J'ai deux questions, deux interventions qui semblent en fonction de la première compétence et de la deuxième. On retourne. La première et la deuxième, c'est en lien avec le fait que les élèves ne sont-ils pas déjà mécaniciens? C'est la première question. Oui, mais là, on va vraiment vers l'application de véhicules électriques. C'est la première question. La deuxième, pourquoi n'y a-t-il pas d'équivalence avec celle du DEP de mécanique auto? D'harmonisation, j'imagine, avec le DEP. Monsieur? Premièrement, pour la première là, qui se trouve à être la recherche d'emploi, c'est en lien avec un nouveau métier. Donc, il n'y a pas tellement de garages qui font vraiment de l'entretien de véhicules hybrides électriques. C'est pas aussi commun qu'on pourrait avoir les garages réguliers. Donc, qui ont des expertises à l'intérieur de ces ateliers-là. Ça, c'était le premier but, c'est de voir un peu les différentes classes, les différents endroits où le technicien ou le futur mécanicien pourrait effectuer ses tâches. Ça, c'était pour le premier. Pour le deuxième, nécessairement, c'est des risques qui ne sont pas habitués d'avoir. Donc, ils n'étaient peut-être pas en mécanique auto en général. On était habitués, un maximum, souvent, c'était à du 12 volts du DC qu'on avait à faire. Donc, on n'était pas en lien directement avec des hautes tensions. Donc, qui portent des risques qui sont un peu différents, si on veut. Malgré qu'on avait porté aussi, il y avait eu beaucoup de commentaires quand on a fait justement l'élaboration du programme. On parlait beaucoup de la sécurité parce qu'il n'y a pas de normes établies en tant que telles à part ceux de la CNESST. Puis, ce qui était bien important de mentionner, c'est qu'au niveau des normes, c'est que l'employeur doit absolument être conscient que son employé est au fait. Donc, il y a eu la formation pour être capable de travailler sur ces véhicules-là. Malgré qu'il n'y a pas de normes réelles, il faut qu'il s'assure que l'employé connaisse les risques du métier aussi. Donc, ça fait un peu partie. Je ne sais pas si ça répond à la question. Donc, je vais attendre la réponse de M. Marcoux. Par contre, la question précédente, la réponse a été acceptée. Je ne peux pas dire ça. Parfait. Bon, compris. Non, elle est satisfaite. OK. Alors, est-ce qu'on peut continuer? Parce que l'heure avance déjà. Oui, c'est ça, parfait. Alors, je vous amène à la compétence 3, compétence de 45 heures qui s'appelle « Rechercher de l'information technique ». Donc, évidemment, l'élève ici va faire des apprentissages pour rechercher de l'information au niveau des supports informatiques. On avait parlé d'habileté en informatique. Bien, voilà, c'est ici que ça va se passer, surtout. Utilisation efficace des logiciels spécialisés et recherche aussi pertinente des caractéristiques générales et spécifiques des différents types de véhicules hybrides et électriques. Et pour l'ensemble de la compétence, ce sont des critères, quand on met des critères comme ça dans l'ensemble de la compétence, c'est pour éviter d'en faire des critères particuliers, là, parce qu'ils s'appliquent à l'ensemble de la compétence. Donc, on parle de respect des règles de sécurité, de consignation méthodique de l'information, terminologie anglaise, respect des droits d'auteur, parce que je suis en recherche informatique, c'est important que l'élève soit aussi initié à ça.
Alors, est-ce qu'il y a des questions au niveau de cette compétence générale? Oui. Juste un petit commentaire. Je suis quand même pas mal d'heures, considérant que la plupart des élèves qui ont appris du DEP ont déjà fait cette compétence-là. On comprend que c'est étudié au PE, mais vous n'avez pas 25 ans de minutes qui sont ajoutés au nombre de logiciels. Parfait. Donc, monsieur trouve qu'il y a trop d'heures d'introduite au niveau de cette compétence-là, 45 heures, considérant que les gens sont supposés avoir une expertise. Possible, mais on pense que les gens sont familiers avec l'informatique. Puis sur le terrain, on se rend compte que c'est pas si exact. Si tu me permets, juste un petit commentaire aussi, c'est qu'il faut penser, dans l'élaboration du programme qu'on a fait, on a des gens qui ont peut-être de l'expertise, qui ont rentré avec la RAC, qui arrivent, qui n'ont peut-être pas ce potentiel-là, qu'on pense, on a un étudiant. C'est pas un supplément à la formation DEP. C'est une attestation qu'on fait qu'il y a des gens un petit peu partout, puis c'est justement ce qu'on a discuté beaucoup pendant la mise en œuvre de tout ça, c'est OK, il ne faut pas s'arrêter qu'on a un mécanicien qui est super bon, qui a l'électricité sur le bout de ses doigts. On peut avoir un mécanicien qui est bon, mais qui veut avancer. On peut avoir un gars qui arrive de l'agricole, comme on a vu, qui a passé par la RAC, qui est accepté, mais qui n'a peut-être pas ces connaissances-là de l'automobile. Fait qu'il a fallu le greffer. Tant mieux, avec mon trouve ça plus facile, mais il faut englober le plus de gens possible. C'est un peu l'idée derrière tout ça, d'agglomérer dans le plus court de temps possible, parce que notre cours est quand même court, puis apporter plus de gens, pas juste se centrer sur des gens qui avaient un DEP, point la ligne. On a une intervention en ligne aussi qui dit « Les plateformes sont-elles si différentes? » Peut-être que ça fait du pouce. Le questionnement qui était aussi au départ, puis ça évolue toujours, là, on ne se comptera pas de mensonges, les bases informatiques qu'on avait au niveau des véhicules hybrides, on n'avait pas beaucoup d'informations, c'était difficile à trouver. C'est dans des places un peu différentes. Puis c'est une nouvelle façon de réfléchir dans les véhicules hybrides et électriques qu'on n'a pas dans les véhicules automobiles. C'est pas mécanique. Fait il y a une façon différente de faire notre recherche, notre analyse au niveau des systèmes informatiques, parce que c'est vraiment caché dans certaines fois, tu ne le trouveras pas. Ça fait partie de tout ça. Parfait. On est content d'avoir nos experts pour répondre à nos questions. Hein? Essentiel. Alors, on continue avec la compétence 4, compétence générale toujours pour vérifier le fonctionnement de circuits électriques, compétence de 60 heures, qui va permettre à l'élève de distinguer les courants continus des courants alternatifs et de reconnaître leurs effets, de comprendre et de lire des schémas électriques et des composants de circuits et de prendre des mesures et d'être capable d'en interpréter aussi les résultats. Tout ça, bien sûr, en respect des règles de santé et sécurité, d'un travail minutieux et méthodique. Alors, ici, je laisse encore la place aux experts pour répondre aux questions s'il y en a. On poursuit? En passant, les réponses précédentes semblent avoir été bien appréciées. On est content. Des rétroactions avec un petit délai. On va te décerner on est content. On est content que les gens soient contents. Compétence 5, dernière compétence générale de 45 heures, qui va permettre de vérifier le fonctionnement de circuits de systèmes ordinés. Ici, on va aborder les différents types de circuits, leurs caractéristiques et les différents protocoles. Il va y avoir toutes les sources d'informations qui vont porter sur les systèmes de base de commandés par ordinateur, la vérification sur les ordinateurs de véhicules et tous les constats qui sont dégagés. Alors, ici aussi, je laisse la place aux experts pour répondre aux questions plus particulières. Pas de questions? Je vous invite, si vous avez des questions à distance, à activer votre micro. Vous pouvez intervenir directement, on vous entend dans la salle. Donc, on va poursuivre. Au pire, on reviendra là, si jamais vous avez, pas au pire ou mieux, là, mais on saura bien s'adapter et répondre à toutes vos questions. Alors, on poursuit avec la compétence 6, qui est notre première compétence particulière.
de 90 heures. Et ici, on est vraiment dans des activités liées au système électrique. Donc, on va réparer des systèmes de communication de réseau. L'élève va travailler avec différents types de circuits de communication. Il va faire des vérifications sur les ordinateurs réseau du véhicule. Il va travailler avec des tableaux de symptômes et de diagnostics. Il va dégager différents constats et trouver des solutions pertinentes. Et il va exécuter également des activités d'entretien et de réparation et de contrôle de qualité. Toujours au regard des règles de santé et sécurité, d'un travail méthodique et d'une compilation minutieuse des données. Des questions? Alors, on tombe vraiment ici dans des compétences là, qui faisaient partie des fonctions de travail qui avaient été relevées là, dans l'analyse de profession. Compétences, oui? Pour la compétence, est-ce qu'on entrevoit les autopilot ou autopilot? Messieurs? Non. Juste reformuler. Ça va être, je pense qu'on demandait si on voyait l'autopilote et puis les conduites autonomes. Les systèmes à base vont être dans une autre compétence qui vont être un peu plus loin, la compétence 11, si je ne me trompe pas. Parfait. On continue? On peut continuer. Alors, compétence 7, donc l'élève va apprendre à réparer des systèmes de communication réseau. Il va pouvoir identifier et localiser les différents types de motorisation, de systèmes de motorisation, de contrôle et de types de transmission de pouvoir. Il va être capable de faire l'analyse et des tests sur des circuits électriques, de motorisation et des composants associés. Effectuer des activités d'entretien et de réparation, bien sûr, et de contrôle de qualité et de dégager différents constats. Donc, encore ici, je vais laisser aux experts le soin de répondre à vos questions. Vous pouvez aussi renchérir si vous souhaitez. Ça va ici dans la salle? Gênez-vous pas, c'est pas parce qu'on a répondu. Allez-y, hein? C'est bon signe, hein? C'est parce que c'est clair. Oui. Je remarque aussi de libérer dans le fond des compétences, on voit juste réparation. Pourquoi on est habitué de voir entretien et réparation des systèmes? Il y a eu beaucoup, on en a parlé tantôt, puis je vais te dire, quand on a fait l'élaboration du programme avec les personnes responsables, on s'est ostiné très longtemps à les termes. Ça marche avec le mien. Ça marche? Non, ça marche, bonjour. Dans le fond, au niveau des termes, là, réparation, on a essayé bien les formules, puis ça nous revenait toujours. Finalement, ils ont accepté ce dernier terme-là. On s'entend bien que c'est vérification va apporter à l'entretien ou réparation par la suite. Mais au départ, c'est vraiment vérification pour commencer, puis on restait à ce terme-là. On sait que c'est beaucoup plus large. On n'a pas perdu grand-chose. Madame Deroy, est-ce que vous voulez intervenir? La beauté de la lenteur. Tu veux la rapidité de... Madame Deroy, on vous entend dans la salle. Est-ce que vous voulez intervenir? Alors, il y a présentement un party avec Madame Deroy. On va faire ça. OK. C'est bon. On a une question. Oui, donc la question d'osmologique, là, c'est ça. Donc, c'est l'entretien, la réparation, la vérification. Donc, c'est des longues discussions qu'on a aussi avec le ministère, qu'il faut éviter les doubles verbes. Il y a des règles d'écriture au niveau des programmes. Qu'on se doit de respecter et le terme qu'on utilise doit être englobant. C'est-à-dire que l'énoncé de compétences doit être capable d'englober tous les énoncés de compétences et les critères de performance. Donc, il doit être plus fort que tous les éléments qui sont en dessous. Alors, c'est pour ça que la réparation étant vraiment la dernière étape. Donc, s'il y a une réparation, il y a forcément une vérification, il y a un entretien qui va venir avec. Ça nécessite des étapes préalables et on le voit dans les éléments de compétences qui constituent des opérations, finalement, qui mènent à la réalisation de cette activité, de cette tâche-là. Daniel Déac, j'avais une question. Concernant le système de motorisation, est-ce qu'on aborde la partie moteur à combustion interne ou c'est uniquement on focus sur la partie électrique, mettons, du moteur hybride? En majeure partie, au départ, on parle un peu des deux, mais
Le moteur en tant que tel reste le même. Oui, il y a des technologies différentes, mais des véhicules vont être moins polluants, des systèmes de fonctionnement différents. On va l'aborder, mais la majeure partie va rester au niveau de l'électrification du véhicule lui-même. Mais oui, il faut parler aussi du fonctionnement du moteur à essence, à combustion, peu importe diesel ou ce que sera le moteur adjacent. Mais il faut en discuter, faire l'approche différente au niveau du fonctionnement mécanique, au niveau de la pollution, les stop and go, puis tout ça. Oui, il faut en parler. Ça fait partie, mais en majeure partie, l'électricité est plus difficile à comprendre. L'électrification du véhicule, pour certains gens, on tombe en véhicule AC, triphasé. C'est l'électricité de domicile, là, on est rendu même industriel. Fait que pour le mécanicien de base, comprendre la motorisation d'engins traditionnels qui est rendu normal pour nous aujourd'hui, avec les valves ajustables et tout ça, c'est pas tellement compliqué. Fait qu'il faut vraiment s'attarder plus au niveau électrique pour que lui comprenne le fonctionnement, mais nous allons parler des deux, c'est certain. Merci. On a une question en ligne aussi. Est-il faux de penser qu'un finissant du DEP de mécanique auto pourrait se faire reconnaître en RAC une bonne partie des 5 premières compétences générales? Là, c'est technique, ma chère. Ouais. L'instrumentation RAC n'est pas développée, donc il est difficile de se prononcer là-dessus. Habituellement, on se prononce en fonction de l'instrumentation RAC et là, elle n'est pas développée. Là. Donc, il y a une analyse des compétences qui est nécessaire par des experts pour déterminer ça. Donc, c'est trop tôt pour répondre à la question. C'est une question de M. Marcoux. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On poursuit? Oui. Une question dans la salle. Le financement, si vous avez la RAC, est-ce que c'est pour la le financement de Oui. Oui. Ben, en fait, oui et non. Pour l'entrevue. Pour l'entrevue, pour les évaluations, mais pas pour le développement de l'instrumentation. En fait, la RAC, Question, c'est ça. Est-ce que le financement net en fait, on pose la question ici si c'est le même financement ministériel pour faire de la RAC pour un programme ministériel ou un programme AEP. C'est ça votre question? La réponse est oui pour l'ouverture d'un dossier. Donc, l'ouverture d'un dossier, que ce soit un AEP ou un DEP ou un ASP, c'est le même montant. Cependant, dans les règles budgétaires du ministère, il y a des montants pour chacune des évaluations en fonction des programmes d'études. Celui-là, il n'est pas un programme ministériel. Donc, tous les AEP, le montant pour donner pour faire une évaluation dans le cadre d'un processus RAC, c'est 100 $. Comparativement au DEP, où chaque DEP a ses montants pour les évaluations. Ça va? D'autres questions? C'était dans l'autre commentaire. Tantôt, j'ai dit de retrancher les heures. Je vais peut-être tenter d'en ajouter un petit peu ici. Ça va être difficile. Vous le ferez dans votre centre de formation. Il y a toujours une possibilité. Disons que la durée du programme, elle est prescriptive. OK? Et peut-être qu'à l'usage, vous pourrez à l'interne, selon les cohortes que vous aurez aussi et l'origine de vos candidats, de vos élèves, vous pourrez peut-être adapter et retrancher certaines heures pour en donner un peu plus à une autre compétence. Donc ça, vous aurez cette liberté-là. Mais c'est sûr qu'on ne changera pas, on ne modifiera pas ici les rangs parce que le programme a été autorisé et on n'en changera pratiquement aucune virgule. On aurait pu mettre beaucoup plus d'heures, très franchement, c'était notre rêve, mais on était contraint à diminuer, choisir ce qu'on faisait. Mais effectivement, comme elle disait, tu vas pouvoir être libre. Un peu exemple, tu as un groupe qui arrive tout du DEP, bien, on sait que les premières compétences, tu vas probablement passer plus vite, puis il va te donner du temps. C'est de jouer avec ton groupe, mais on doit se tenir aux heures qu'on a là, nous, pour l'élaboration du programme. Je dirais même aussi que la formation individualisée pourrait faciliter
pas ce jumelage-là. Je sais que c'est difficile, mais n'oubliez pas de reformuler systématiquement en début d'intervention parce que les gens à distance n'ont aucune idée du contexte de votre réponse. La question était, suis-je marié et ai-je des enfants? Non. Il demandait au niveau de la compétence. La réponse parce que c'est un peu personnel. La question initiale était, est-ce qu'on devrait mettre plus d'heures au niveau réparation système motorisation? On est tous d'accord que probablement que oui, mais il faut vivre avec les contraintes que nous avons eues pour établir la formation. On choisit et on fait du mieux dans le temps qu'on a, mais vous pourrez jouer, comme on avait dit tantôt, avec les heures un petit peu, selon votre groupe. Mais initialement, nous en avions proposé plus. Peut-être ajouter juste le fait que, juste mentionner, parce qu'en théorie, ils ont un DEP, donc ils connaissent les bases mécaniques principales. Juste de voir les nouveautés appliquées au moteur à combustion interne, puis le match entre les deux, c'est souvent ça le gros de la game, si on veut, ou du jeu là, avec les véhicules hybrides puis hybrides branchables. Parfait. On continue. Compétence 8. Réparer des systèmes de freinage et de régénération, autre compétence particulière de 45 heures. Donc, il va permettre encore ici, là, vous allez voir que ça va revenir à peu près les mêmes libellés. Hein? Identification et localisation des types de systèmes de freinage à régénération, analyse et test des circuits électriques, hydrauliques, des systèmes de freinage à régénération et de leurs composants associés. On dégage des constats et on exécute des activités d'entretien, de réparation et de contrôle de qualité. Donc, je laisse aux experts le soin de répondre encore ici à vos questions. Pendant que les gens ont peut-être des questions aussi, pour revenir à ce qu'on parlait de questions de temps tantôt, quand on regarde l'élaboration du programme complet, quand on parle de motorisation, exemple, on parle de freinage régénératif, il y a des portions qui vont se chevaucher, parce que ça reste un moteur électrique qui fonctionne aussi. Fait qu'il y a des heures qu'on a réussi à retrancher d'une portion à une autre, qu'on va chevaucher quand on va voir l'élaboration finale, qu'on va comprendre, ah oui, on a assez de temps parce que finalement, côté motorisation, on parle juste comment que ça fait pour avancer. La régénération, le freinage, c'est une autre étape. Oui, c'est la même pièce, mais on le travaille autrement. Fait qu'on est allé chercher des heures plus loin pour l'agglomérer à tout ça. Est-ce qu'on a des questions pour la compétence 8? Alors, on poursuit. S'il y en a qui viennent, on reviendra. Donc, compétence 9, réparer des systèmes de haute tension et de charge. Encore ici, identification et localisation des types des systèmes de haute tension et de charge. Analyse et test sur des circuits électriques, des systèmes de haute tension, de charge et leurs composants associés. On dégage des constats et on exécute encore ici des activités d'entretien, de réparation et de contrôle de qualité sur ce type de système de tension et de charge. Des questions? C'est clair? Tout va bien? Parfait. Alors, je vais continuer. Compétence 10, réparation de système de gestion thermique. Compétence de 45 heures qui va permettre aussi... Donc, de travailler, de localiser, identifier les systèmes de gestion thermique, de faire des tests, des analyses sur des circuits électriques de basse et de haute tension, de liquides de refroidissement et de climatisation et de leurs composants associés. Les élèves vont apprendre à dégager des constats et à exécuter des activités d'entretien et de réparation également. Question pour la compétence 10. Je pense ici ça a l'air assez clair. Avec le programme aussi, là, vous avez plus de détails. Compétence 11, l'élève va apprendre à réparer des systèmes de contrôle. Donc, encore ici, il va identifier et localiser les différents types de systèmes de contrôle, faire des analyses et des tests sur des circuits électriques, des systèmes de contrôle et des composants associés. On dégage des constats et on exécute des activités d'entretien, de réparation et de contrôle de qualité. On a une question ici? Oui, c'était pour le module précédent. Précédent? Il faut savoir si on allait parler aussi de système de tampon pour l'automatisation. Ça va être dans ce module-là. Donc, on nous demande pour la compétence 10 s'il va y avoir si on va aborder les sujets de système de climatisation,
thermopompe. Et de thermopompe. Oui, effectivement, là, ça va être abordé. Tout ce qui est gestion thermique batterie, on parle de gestion thermique globale du véhicule. Donc, habitacle, batterie, tout ce qui peut être en gestion thermique au niveau qui affecte le véhicule. Ça peut être la haute tension, ça peut être l'habitacle. C'est tout la gestion thermique au complet qui touche la batterie, qui touche ce qui n'est pas tout à fait toujours couvert dans la batterie. Donc, selon les différents systèmes qu'on va avoir dans le véhicule. Donc, question à la salle. Est-ce qu'il faut qu'il ait la carte H3, allocarbure? On nous demande si l'élève devra avoir la carte d'allocarbure. H3. H3. Oui. Effectivement, il y a un DEP. Ou s'il ne l'a pas, il doit avoir à aller chercher sa carte. Tout simplement. C'est l'équivalent d'un autre Oui. pays. Aller chercher sa carte. Ça fait partie des garage. Je peux pas vous les avoir. On nous signale que si c'est un équivalent d'un autre pays, la carte H3, P3, comment déjà d'un autre? H3 est nécessaire. Donc, la compétence 11 a été présentée. Il n'y avait pas de question pour la compétence sur les systèmes de contrôle? Oui, monsieur? Oui, la question aux experts. La compétence 11 n'a rien à voir avec les véhicules électriques ou hybrides. Est-ce que je fais pour ça? La question, c'était justement que le questionnement, c'était que ça n'a rien à voir avec les véhicules électriques. Ça a tout à voir avec les véhicules électriques parce qu'on parle de conduite autonome, d'assistance à la conduite. Et quand on parle d'assistance à la conduite et de système autonome, on parle automatiquement de gestion de moteur électrique et de contrôle de moteur électrique et de système ABS. Donc, tout est aggloméré ensemble. Quand on parle de ça, pour avoir plus de précision encore là, dans le programme, il est mentionné, là, on parle de tout ce qui est les capteurs de proximité, radar, lidar, les caméras 360. On parle des lasers, des directions et suspensions assistées aussi qui viennent en jouer avec ça. Selon la vitesse du véhicule, selon la courbure, bien, il va falloir qu'on ait ajouté la suspension en raison de la vitesse. Le moteur doit être contrôlé, donc les moteurs électriques doivent rentrer dans l'équation. Pour le freinage, la même chose. Souvent, la régénération va embarquer. Donc, c'est tous des systèmes qui, à un certain moment donné, vont aller s'entrecroiser quelque part. Donc, je trouve ça important de le noter, parce que même dans la description, c'est pas si clair que ça. C'est important. L'autre chose aussi, c'est qu'il faut comprendre que c'est des systèmes qui doivent être entretenus et qui doivent être calibrés aussi. Donc, pour calibrer ça automatiquement parlant, pour faire la base de ça, ça va prendre l'équipement pour le faire. Donc, il y a des équipements qui se vendent pour ça, pour faire les calibrations. La base, ça serait une plateforme d'alignement parce que dans le fond, les roues, il faut qu'ils soient droites. C'est la base. Je pense qu'on ne peut pas calibrer ces fonctions-là en lien avec si on n'a pas une bonne base. Donc, ça fait partie des équipements qu'on va avoir à considérer dans l'application de cette compétence-là aussi. Est-ce que 60 heures est suffisant? Est-ce que 60 heures est suffisant? C'est la question qu'on a eue. Honnêtement, je vous dirais que ça pourrait être beaucoup plus long. Mais techniquement, on doit se limiter à ça. Fait qu'on a réussi à concentrer, prenant pour acquis qu'il y a beaucoup de connaissances qui viennent avec cette formation au départ, quand vous arrivez avec votre connaissance, votre expérience. On va utiliser ça le plus possible pour se concentrer vers les équipements hybrides plus possible. Mais oui, ça pourrait être assez limité ici. Il faut vraiment que les personnes soient allumées puis qu'il y ait du potentiel à aller vers le côté électrique. Déjà là, ça va aider beaucoup dans l'interprétation puis la compréhension du fonctionnement de ça. Oui, ça pourrait être plus, mais on devrait être bon pour avoir fait les essais pour rentrer dans 60 heures puis se rendre à de quoi de concluant. D'autres questions? Alors, on continue avec la dernière compétence du programme où l'élève va apprendre à résoudre des problèmes relatifs aux interrelations avec les systèmes. Alors, c'est une compétence un peu d'intégration de tous les apprentissages. L'élève va apprendre encore ici à identifier et à localiser les divers composants relatifs aux interrelations entre les différents systèmes, à faire des tests, analyses de circuits électriques, de systèmes de réseau, de gestion thermique, des systèmes de haute tension, de motorisation, de freinage à régénération, de charge de composants associés. Finalement, toutes les belles autres compétences particulières qu'on vient de voir. On va également dégager des constats et exécuter des activités relatives à l'entretien et à la réparation de toutes ces belles interrelations-là entre les différents systèmes. Alors ici encore, je laisse
Le soin aux experts de répondre à vos questions s'il y a lieu. Juste une précision en lien avec la dernière question de monsieur tantôt. La résolution de problèmes relatifs aux interactions entre les systèmes vient un peu aussi en chercher au niveau de la compétence 11, au niveau des réparations de systèmes de contrôle. Donc, il s'englobe beaucoup avec ça. Le but de cette dernière compétence-là, c'était qu'on n'a pas pour le moment des tonnes d'ateliers qu'on pourrait envoyer un élève en stage pour faire des vérifications sur ces véhicules-là. Donc, on doit le manager un peu à l'interne pour l'instant. Il y a beaucoup des portions de la formation. C'est un peu comme on parlait au début, motorisation. On a essayé, étant donné qu'on était limité dans des temps donnés pour chacune des compétences, on a essayé de publier d'autres portions, d'aller chercher des heures plus loin pour faire un ensemble qui était généreux et qui ferait l'affaire. Si on regarde le mode 12, quand on a sorti à la fin, la compétence 12, c'était vraiment OK, il faut faire notre training, comme qui dit, former nos gens, essayer de faire un stage interne, puis on va vérifier en même temps 11, tous les autres modules avant, de le ramener. Fait qu'on est allé chercher les heures dans les 90 heures-là que le ministère nous a autorisées. Ça va nous donner un peu de viande pour finaliser, puis vraiment confirmer que les gens ont les aptitudes et bien compris ce qu'on a essayé d'expliquer auparavant. Oui, monsieur? Oui, on dit que souvent la réparation exige une reprogrammation. Et qu'est-ce qui arrive dans une formation pour la réparation exige une reprogrammation? Est-ce que c'est Dans une autre compétence. On l'avait dans une autre compétence. On va reformuler la question. La question était qu'est-ce qui arrivait avec les reprogrammations, parce qu'il y a beaucoup de reprogrammations dans ces véhicules-là. Effectivement, la compétence, si je ne me trompe pas, c'est 4 ou 3? 4 ou 5, oui, c'est ça. Elle est inclue à l'intérieur de ça au niveau des reprogrammations des véhicules. Je pourrais dire qu'en général, c'est quelque chose qui devrait être fait parce qu'automatiquement, concessionnaire, les personnes sont habilitées à faire ça. Mais on sait très bien que dans l'après-marché, des fois, c'est plus difficile au niveau de l'équipement, de l'achat de l'équipement, des ordinateurs, puis des coûts et tout ça. Mais on doit le montrer, nous, par rapport même au DEP. En général, la plupart des commissions scolaires vont donner au moins un exemple, même si ça n'est pas intégré au programme. On veut mettre à l'affût de ce qui se passe sur le marché du travail. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de nouveaux véhicules. Bien, on dit nouveaux, mais depuis 2012, 2010 même, et avant. Puis les reprogrammations over the air qu'on appelle, donc des reprogrammations en cours de route, ou même le technicien n'a plus besoin, ou le client n'a plus besoin d'amener son véhicule au garage. Ils vont le faire pendant la nuit s'il a accepté, lui, de donner son autorisation. Fait que c'est tous des sujets qu'il faut aborder dans le module, je pense que c'est 4, si je me trompe. Quand on disait qu'on a peut-être beaucoup de temps dans la recherche d'informations, là, vois-tu, on en prend là, ça fait partie de programmation, compréhension. Il est là, après ça, on parle réparation réseau, programmation encore, puis des systèmes qui reviennent pour faire un complet au final. Ouais. Énormément de complélarité, si on veut, ou de mix de systèmes qui vont fonctionner ensemble dans ces véhicules-là. Puis pourrait faire une problématique sur un autre système, mais il faut qu'on comprenne justement la dynamique de ces deux systèmes-là ensemble. Puis ça, on doit le faire à travers tout le 645 heures qu'on a à faire. C'est vraiment beaucoup d'interopérabilité puis de fonctionnement entre pairs, donc beaucoup de communication réseau qui se promènent au niveau de ces véhicules-là. Donc, la reprogrammation, ça devient vraiment important d'en parler un peu partout si on veut. Oui. Alors, ceci met fin, s'il n'y a pas d'autres questions, ceci met fin à la présentation du programme. Oui. Ici. Bonjour. Oui, bonjour. La question peut-être en pertinence avec Yves. Si on vient avec notre question par rapport aux 5 modules précédents, je pense que c'est pour ça qu'on ne pourrait pas reconnaître une reconnaissance des acquis à un étudiant finissant d'un DEP parce que, premièrement, il n'y a pas de vécu, il n'y a pas d'expérience au niveau hybride électrique. Il faut absolument qu'il y ait une vue d'ensemble du système avant de commencer à travailler là-dessus pour sa propre sécurité. Fait que c'est pour ça que je pense que il faut vraiment passer par là. Puis ceux qui seront plus avancés, bien, à ce moment-là, on sera capable de les amener un peu plus loin. Effectivement, merci pour l'intervention. C'était vraiment le but, parce qu'au bout du compte, on se posait même la question, mais on a regardé un peu les 5
compétences qu'on dit de base, là. Ces 5 compétences-là sont très importantes parce que c'est des parties que, présentement, dans le DEP, il y a certains centres qui vont dire qu'ils le font, il y en a d'autres qui disent qu'ils ne le font pas, mais il faut s'assurer que la communication réseau est très bien comprise. Moi, je donne beaucoup de formations en entreprise pour les manufacturiers et puis je prends des personnes de concessionnaires, puis les personnes de concessionnaires n'ont pas les compétences tout le temps ou les connaissances, si on veut, de tout ce circuit-là. Donc, c'est déjà une étape, puis ça devrait être couvert dans les DEP. Donc, il y a un petit peu peut-être une grosse partie de la compétence à l'intérieur des véhicules hybrides électriques. Il y a beaucoup d'interrelations qu'il va avoir pour aller chercher ces bases-là. Puis au niveau de la recherche d'informations techniques, ça rentre en ligne de compte au niveau beaucoup des plans électriques et puis des connaissances de ces différents systèmes réseaux-là qui sont en constante évolution aussi. Oui, monsieur? La question, c'est est-ce qu'il y a-t-il un ratio d'élèves à professeurs pour le programme? Ça veut dire maximum d'élèves. Bon, on nous pose la question ici s'il y a un ratio maître-élève. C'est selon les règles budgétaires. Donc, ce programme-là est associé à un regroupement de secteurs prévu dans les règles budgétaires. Donc, je ne le connais pas par cœur. Je ne pourrais pas vous dire non plus l'annexe des règles budgétaires, mais oui, le ratio est prévu. Donc, il s'agit de consulter les règles budgétaires. C'est prévu dans les règles budgétaires. C'est selon les conventions collectives et selon les regroupements de programmes, les regroupements de secteurs. D'autres questions? Bien, merci de votre attention. Je redonne la parole à Mme Ménard pour la suite. Donc, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Comme je suis certaine que vous êtes en accord avec moi, là, il nous reste 2 petits points. Je ne ferai pas de pause, hein, si vous êtes d'accord, étant donné l'heure. Je libérerai nos 2 experts. Merci beaucoup de votre présence. C'est fort apprécié. Et pour le prochain point, partenaire pour faciliter l'implantation dans les régions, j'inviterai Mme Proux du CPA Montréal à venir nous faire une brève présentation du contexte du secteur que vous connaissez probablement, mais il y a des conseillers pédagogiques qui sont peut-être un peu plus éloignés là, de la réalité précise de la main-d'œuvre de ce secteur d'activité-là. Donc, est-ce qu'on la voit, Mme? Oui, on va la voir. OK, vous restez debout. Vous restez? Oui. Okay. Donc, je vais laisser la parole à Mme Proux. Merci beaucoup, Marjorie. Merci de me permettre de vous parler un petit peu plus des comités paritaires de l'automobile, de leur rôle et des défis auxquels l'industrie est confrontée. Pour ceux qui sont moins familiers avec nos instances, les comités paritaires, ce sont des organisations qui ont une double mission. Première mission, c'est de négocier et de voir à l'implantation des décrets de convention collective qui viennent dicter les conditions de travail minimales des gens de métier dans l'industrie automobile. Il y a à travers le Québec 6 comités paritaires qui desservent environ 80% du territoire québécois. L'autre mission des comités paritaires, c'est la qualification. Donc, on est mandaté par le ministère du Travail pour diffuser les examens de qualification et émettre les certificats de compétences aux compagnons. Alors, l'apprentissage dans l'industrie est basé sur la formule du compagnonnage. On a donc des apprentis et au bout d'un certain nombre d'années d'apprentissage, donc d'expérience concrète du métier, les gens deviennent éligibles à se présenter à l'examen de qualification. Cet examen-là est en 2 volets. Il y a un premier volet théorique qui doit être réussi avant que le candidat puisse se présenter au volet pratique. Je vais vous donner quelques éléments d'information qui vont peut-être vous surprendre, mais c'est vraiment avec ces données-là que nous, on travaille. Il y a à peu près 35 000 emplois là, à travers le Québec, dans les différentes régions. Et là-dessus, la main-d'œuvre des gens de métier, il y a environ 70 à 75 % de la main-d'œuvre qui ne sont pas titulaires d'un DEP. Premièrement, le DEP n'est pas un prérequis pour exercer quelque métier que ce soit
dans l'industrie automobile. Il y en a de moins en moins. On assiste ces dernières années à une diminution du pourcentage de titulaires de DEP. Ce que ça veut dire concrètement, ça veut dire que nous, quand on regarde les résultats des examens de qualification, je vous dis, on a des très, très grands défis. Le lien qu'on fait avec ça, c'est qu'il y a une lacune flagrante au niveau des compétences de base. Donc, quand on regarde un programme comme l'AEP, on applaudit l'initiative. Là, c'est clair que ça prend ça. Pour nous, l'AEP, oui, c'est une spécialisation, mais ça vient rejoindre l'évolution normale des métiers. Mécanicien, on ne veut pas qu'il y ait un mécanicien à terme, quand il y aura une arrivée un peu plus massive des véhicules électriques, devra être en mesure de réparer ce qu'il y aura sur le marché. Donc, les enjeux sont là. Nous, on s'est préoccupé beaucoup, avec l'arrivée des véhicules électriques, de travailler en partenariat, notamment avec vous, le réseau scolaire, avec l'industrie, pour nous assurer de ne pas travailler en silo. C'est-à-dire que notre régime d'apprentissage qu'on a à gérer, donc chaque mois, nous, on compile les heures travaillées pour chacun des salariés régis par le décret, et au bout de 6 000 heures en moyenne d'apprentissage, les gens peuvent se présenter à l'examen. Donc, on doit nous assurer que ce qu'on offre comme formation préparatoire à l'examen, on doit s'assurer que le contenu de nos examens soit en phase avec ce qui est utilisé dans l'industrie d'une part, mais aussi soit en phase avec les programmes de formation, que ce soit le DEP, que ce soit le 105 heures, l'AEP. Donc, on a voulu s'assurer de discuter avec nos partenaires pour pouvoir faire le meilleur arrimage possible dès le début de toute cette mouvance-là d'évolution technologique en lien avec les véhicules électriques notamment. Tantôt, je veux juste faire un petit commentaire par rapport aux prérequis. Effectivement, le deuxième prérequis qui est tout simplement de travailler dans le métier, avec ce que je viens de vous dire, ça cause un problème, là. Un apprenti première année qui n'a pas de DEP, c'est du temps perdu d'essayer de l'inscrire à l'AEP, là. Donc, nous, ce qu'on envisage, c'est qu'il y ait une continuité logique dans les apprentissages et qu'à un moment donné, lorsque les gens deviennent compagnons, là, ils auraient les prérequis pour passer à l'AEP. Et l'autre message que je veux vous envoyer, la formule ATE, c'est une formule gagnante auprès de l'industrie. On a des demandes, les commissions scolaires ont des demandes, les partenaires peinent à répondre à la demande parce qu'organiser un ATE, c'est pas toujours simple, aller chercher le financement, aller bon. Mais c'est une formule gagnante, donc si on pouvait penser pour l'AEP de pouvoir que les commissions scolaires puissent l'offrir en ATE, là, c'est certainement un plus. Je pense rapidement, je ne veux pas vous tenir, là, j'avais un peu plus de détails, mais je pense que grosso modo... Oui, des fois qu'on aurait des questions. Oui, si vous avez des questions, tout à fait. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions concernant la présentation de Madame? Est-ce que le ministère, va obliger une qualification pour les jeunes qui vont travailler sur les Oui, on est en lien dans cette espèce de rencontre qu'on a amorcée avec les partenaires. Il y a notamment l'organisme Autoprévention, qui est un comité paritaire en santé et sécurité et qui, eux, pourraient, avec les commissions scolaires, avec les autres partenaires de l'industrie et les réflexions, il faut se lancer, il faut les faire, ces réflexions-là, parce qu'effectivement, Roger, tu touches un point extrêmement pertinent. Est-ce qu'on va permettre à tout un chacun, sans avoir la formation minimale de préalable au niveau de la sécurité, d'approcher des véhicules électriques? Donc oui, c'est une réflexion qui doit se faire et je suis convaincue que les gens d'autoprévention sont en train de la faire, cette réflexion-là. Et autoprévention, en fait, c'est l'industrie qui siège là aussi. Vous pensez par quel cheminement arriver à une qualification obligatoire pour
Oui. Bon, je vais répéter la question. Quel serait le cheminement pour arriver à une formation obligatoire en sécurité? En fait, c'est probablement, je ne suis pas experte là-dedans, le même type de cheminement qu'à l'eau-carbure. À un moment donné, il y a des obligations qui deviennent des obligations légales, là, et je pense que ce serait tout à fait pertinent pour avoir un programme de sécurité obligatoire pour toute personne appelée à toucher un véhicule électrique. Cette petite clarification de ATE, c'est usé pour le DLP, pour la SP, jamais utilisé. Oui, oui, c'est la même chose. Monsieur demande, merci, je suis là. Monsieur demande, est-ce que l'ATE est aussi admissible pour les AEP? Oui, l'ATE est aussi admissible pour les AEP et vous pouvez aussi demander le financement ATE du ministère, sans problème. C'est parce que le ministère se prononce pour ses programmes. Donc, bien souvent, quand vous appelez au ministère pour des questions particulières, à moins que ce soit les mesures ministérielles, ils vont être capables de se prononcer. Sinon, ils réfèrent à la fédération, donc à moi. Mais oui, l'ATE est admissible pour les AEP, tout comme la mesure des compétences à la carte est admissible aussi pour les AEP. Oui, c'est toujours la même date. Il faut faire la demande dans Collecte Info si je ne me trompe pas. Mais si toutefois, plus tard dans l'année, vous souhaitez offrir un programme en ATE puis vous avez dépassé la date, il est possible de communiquer avec le ministère pour faire une demande directement au ministère. Donc, moi, on m'a dit au ministère de communiquer directement auprès d'eux, de ne pas s'empêcher de faire un programme en ATE ou de se priver d'un financement qui nous permettrait de nous aider dans la réalisation. Donc, il s'agit de communiquer avec le ministère. Question par rapport à votre ATE, dans ce type de formation-là. Avez-vous un pourcentage d'heures prescrites? L'ATE, c'est la mesure du ministère de l'Éducation. Donc, dans les règles budgétaires, il mentionne qu'il faut que ce soit 40 si je ne me trompe pas, même 20 C'est 20 des heures qui soient en milieu de travail pour respecter. Donc, il y a des critères à respecter, là, mais il faut que ça totalise 20 des heures. C'est le minimum. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même mesure pour tous les programmes. C'est la même mesure. Donc, c'est minimum 20 heures, 20 20 c'est ça. Puis, il y a d'autres particularités là qu'il faut vraiment se référer à la mesure. Stage accru, il faut y aller avec des stages accrus et il y a des financements, il y a des mesures d'aide et de subventions qui existent aussi pour ça. Allez sur le site de la COET pour avoir toutes les informations et la documentation relative aux APE. Est-ce qu'on a d'autres questions? Pour une commission scolaire qui souhaite implanter ce programme-là, en l'occurrence, bien entendu, on a le défi de trouver les experts pour l'enseigner. Ça, je pense qu'avec ce qu'on a vu comme contenu, mais on a aussi le défi du recrutement d'élèves. On a ce même défi-là dans nos programmes DEP. Pour les AEP, c'est la même chose. Moi, j'ai entendu que certaines commissions scolaires arrimaient leur offre de formation AEP avec la fin des classes du DEP en mécanique. Donc, pour les élèves qui sont à temps plein puis qui sont dans ce mode-là d'études à temps plein, ça peut être une belle continuité. Mais sinon, l'offre de formation, bien entendu, vous pouvez communiquer avec le CPA Montréal pour voir comment vous pouvez promouvoir votre formation dans certaines régions. Donc, sûrement que le CPA Montréal pourrait, le CPCPA peut-être. Je prends la balle au bon pour vous dire qu'il y a 6 CPA à travers le Québec et que nous souhaitons être partenaires avec le réseau scolaire et que nous ferons les promoteurs du 105 heures et de l'AEP parce que ce sont des programmes qui viennent directement répondre à un besoin
qui commence, là, mais qui va aller en grandissant, clairement. Donc, oui, vous pouvez contacter vos CPA. On a aussi une instance provinciale qui s'appelle le CPCPA, pour Comité provincial des CPA. La mission du CPCPA, c'est de s'assurer de la mise à jour des programmes de formation, des guides d'apprentissage et des examens. Donc, ils travaillent avec des comités d'experts qui sont soit des enseignants. En fait, les comités d'experts regroupent à la fois des enseignants et des premières classes, des gens des différents métiers. Question pour vous. Oui. Je vous disais tantôt, là, quand on parle qu'il y a plus de 70% de la main-d'œuvre qui n'a pas de DEP, d'obliger un DEP, mais on n'en sera pas là. Je regarde depuis les années 2000, le DEP de mécanique auto a été bonifié, on a augmenté l'électricité électronique, les systèmes commandés par ordinateur. Là, on parle de l'EP de véhicules électriques, hybrides. Je dis, les CEP ont formé beaucoup de main-d'œuvre dans les 20 dernières années. On en trouve de moins en moins sur le marché du travail. C'est pas un peu la stratégie, parce que c'est le CPA qui pris un peu avec ça. La démographie des moins de 20 ans, les 16-24 ans, sont en diminution, puis pour les 8 prochaines années, on va en avoir moins. Clairement. C'est un peu votre stratégie pour la main-d'œuvre? Honnêtement, compétences essentielles. C'est vraiment notre focus, là, parce que, tu sais, moi, je regarde ça, là, je vais parler pour Montréal, là, on a un bassin de 13 000 salariés à Montréal. Il y a 70 qui n'ont pas de DEP. Donc, si je présume que dans 10 ans d'ici, là, il y aura eu une arrivée massive de véhicules électriques, la technologie qui évolue rapidement sera implantée, on ne veut pas les perdre, ce bassin de main-d'œuvre-là. Il y en a qui vont partir à la retraite d'ici 10 ans, mais il y en a d'autres que non. Et il faut qu'on s'assure que ces gens-là soient outillés pour être en mesure de continuer à apprendre et d'intégrer les nouvelles compétences qui vont être requises par la nouvelle technologie. Donc, pour nous, une des priorités qu'on a ciblées, c'est de pouvoir faire des compétences essentielles avec le bassin de main-d'œuvre actuel. Vos compétences essentielles, vous allez mettre les CEP. Tout à fait, tout à fait. Oui, tout à fait. Et il y a même, on a déjà fait des approches avec des regroupements de commissions scolaires qui ont développé une expertise là, au niveau de l'enseignement des compétences essentielles à des adultes en milieu de travail. En fait, on ne se cachera pas non plus que toutes ces initiatives-là de formation sur mesure de compétences essentielles peuvent contribuer aussi à ce que la main-d'œuvre ait un intérêt à se former tout au long de la vie, là. Donc, quelqu'un qui n'a pas son DEP, qui fait certaines formations avec le CPA, qui un jour fait le 105 heures, travaille avec les véhicules électriques de façon plus spécifique dans certaines composantes, ou peut-être qu'il sera admissible éventuellement dans un AEP. Donc, ça vient contribuer à l'évolution puis au développement des compétences sur le marché du travail. Je m'excuse d'avoir une petite question en fonction de ce qui est dit présentement. Puis après ça, on a une autre question qui date un peu plus. La première, la plus récente. Comment se fera l'élaboration des guides d'apprentissage? Quand? Délai de production? Comment? Oui, bien, en fait, on a le CEMEC qui est ici aujourd'hui, qui a assisté à la présentation. Le CEMEC est déjà dans le coup. Donc, ils sont déjà sur le dossier là, avec le 105 heures qui est bien entendu est en lien avec l'AEP. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que cet été, probablement au mois d'août, il va vraiment y avoir un plan de match pour la disponibilité des guides pédagogiques, mais CEMEC nous informe qu'à l'automne, l'arrivée graduelle de chacune des compétences devrait être disponible via le CEMEC à l'automne. Oui. Il y a eu beaucoup de questions concernant les chevauchements. Tantôt, M. Racette en parlait. Il faut vous dire que quand on élabore une collection, au CEMEC, c'est une approche collection. Donc, les solutions. Excuse-moi, si c'est plus un commentaire qu'une question, je vous invite à vous approcher pour parler plus fort. Oui. Ne soyez pas timide, c'est juste que si on ne sera pas capable de reformuler au complet. Non, c'est ça. En fait, il y a eu beaucoup de questionnements, puis le programme est conçu avec des chevauchements, puis c'est bien comme ça, c'est l'approche par compétence, l'approche programme. Au CEMEC, on tient compte de cette approche-là par programme. Donc, la réflexion, la macro-planification, les chevauchements de contenu d'une compétence à l'autre, on est en train de regarder ça avec vos experts. C'est pour ça qu'on est là d'ailleurs, parce qu'on veut voir les enjeux reliés à cette formation-là. On veut comprendre les préoccupations aussi du réseau scolaire. Et puis, la collection, on vous la fait comme une solution, dans le fond. Après ça, et puis qui sera adaptable tant aux cohortes
qui proviennent du DEP aux cohortes qui sont plus avec toutes sortes de monde, avec des gens qui arrivent. Donc, on va essayer de vous proposer des guides qui répondent déjà à ces questions-là. Comme je le disais, on est en train de commencer l'élaboration. Quelque chose comme dans un mois et demi, je pense que notre service à la clientèle va déjà être en mesure de vous fournir un calendrier de production qui pourra aider éventuellement là, à la planification Parfait. On vous tiendra au courant de toute façon. Au niveau des évaluations de sanctions, bien, vous comprendrez qu'actuellement, on n'en a pas, mais c'est quand même dans notre perspective, étant donné l'engouement important là, de ce programme-là. Donc, on verra comment on pourra travailler en collaboration avec les commissions scolaires ou avec la GRIX ou avec CEMEC ou comment est-ce qu'on pourra développer des évaluations de sanctions disponibles pour toutes les commissions scolaires. On avait une question aussi concernant les paramètres de financement. Ils ont été envoyés à toutes les commissions scolaires avec le programme d'études. Donc, vous avez la liste MAO et ARM et même la description des coûts des fournisseurs, si je ne me trompe pas, et même ça concerne quelles compétences. Donc, tout ça, ça a été envoyé. C'est aussi sur TIC-FP. Donc, consultez TIC-FP, puis vous pourrez avoir toute la liste du MAO et du ARM. Je reviens sur l'expertise des enseignants ou des formateurs. Donc, j'attire votre attention sur le fait que quand on donne un AEP, quand une commission scolaire offre un AEP, la commission scolaire elle a autant d'obligations en termes de qualité d'offre de formation qu'un DEP. Cependant, la commission scolaire n'a pas l'obligation d'utiliser une ressource qualifiée enseignant pour offrir un AEP. Donc, parce que c'est un programme de formation continue. Ce n'est pas un programme initial d'accès à la profession. Ce n'est pas un programme ministériel. Donc, on n'est pas dans cette obligation-là d'être qualifié comme enseignant pour offrir un AEP. Mais vous avez vu la grande expertise que ça prend. Un enseignant pourrait facilement avoir une expertise pour une compétence et enseigner cette compétence-là, un autre. Donc, ça peut être aussi une équipe d'enseignants et même composée de formateurs sur le marché du travail. Donc, je ne suis pas certaine qu'on a recensé beaucoup de formateurs ou d'experts en véhicules électriques sur le marché du travail. Si non. Si vous en connaissez, dites-leur de se manifester parce que vous voyez le défi vraiment, là. Non, on en a un ici, un expert, non? Non, oui, on en a. Est-ce que vous pensez donner des formations pour les formateurs? Oui, en fait, la Fédération des commissions scolaires a déposé à la CPMT en janvier dernier un projet d'initiative pour avoir un financement pour former des formateurs ou des enseignants. Là, on ne veut pas se limiter juste aux enseignants qualifiés, mais aussi des formateurs sur le marché du travail pour cet AEP-là qui est très, très spécifique. Et on a demandé en même temps le financement d'une unité mobile parce que quand vous allez voir la liste du MAO et du RM, surtout que le ministère ne finance pas l'implantation MAO-ARM lors de l'implantation. Vous comprendrez que l'achat de ce matériel-là est assez coûteux, d'où l'importance d'avoir une collaboration étroite avec le marché du travail pour faire certains aspects en entreprise parce que la liste est assez longue. Donc, je devrais avoir des nouvelles d'ici à peine quelques semaines. Bien entendu, si on a un financement pour le projet d'initiative pour former des formateurs et avoir une unité mobile permettant de déplacer cette unité-là dans toutes les régions où on pourrait former des formateurs, ça serait vraiment aidant et ça contribuerait nécessairement même au sein du marché du travail à rehausser les qualifications des travailleurs dans le domaine. Est-ce qu'il y avait une autre question? Je vais juste m'assurer que j'ai tout parlé. Moi, je pense que j'ai tout parlé. Parfait. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions? Merci, Mme Proulx, de votre collaboration. Merci d'être venue. On laisserait la parole à Marie-Christine de Courcy, qui est coordonnatrice au bureau d'expertise de la formation Confu.
Alors, bonjour. Juste quelques petites minutes. Vous avez passé presque 2 heures ici pour avoir la présentation de l'AEP en mécanique de véhicules électriques. Je veux vraiment remercier les gens qui y ont participé. Vous avez vu que la présentation de l'étude de pertinence date quand même de 2016. On est en 2019. Donc, vous voyez l'ampleur du processus pour en arriver finalement à un programme qui est approuvé par le ministère. Donc, 3 ans d'efforts. Et je porte votre attention à la fin de la présentation PowerPoint, dans les annexes, où vous avez l'ensemble des gens qui ont contribué à l'élaboration de l'AEP, l'ensemble des partenaires qui ont été consultés, qui ont été sollicités pour vous dire que oui, c'est une initiative de l'école ici et de la commission scolaire, mais il en demeure pas moins qu'on n'aurait jamais été capable de pouvoir le réaliser sans cette contribution-là, et particulièrement la commission scolaire de la région de Sherbrooke, qui a été vraiment un partenaire en relation étroite pour pouvoir réaliser l'élaboration avec les spécialistes de contenu. C'est sûr que l'AEP, ça demeure quand même la seule porte d'entrée pour une commission scolaire pour le développement d'une formation qui correspond à un besoin de l'industrie. Sinon, les DEP, les ASP, on ne peut pas le faire comme commission scolaire, c'est l'initiative du ministère. Donc oui, il peut y avoir encore des zones un peu floues, un peu grises. On tend à les clarifier. On travaille de pair avec la Fédération qui a eu récemment le mandat de pouvoir soutenir les commissions scolaires au sujet des AEP parce qu'effectivement, au niveau des règles administratives, des règles d'élaboration, il y a plusieurs zones qui restent à clarifier, mais il en demeure pas moins qu'on saisit ces occasions-là parce que vous le savez, vous venez de plusieurs commissions scolaires, les besoins sont criants, puis des fois, l'échéancier ou l'agenda ministériel ne correspond peut-être pas nécessairement à ce qui émerge là, des entreprises là, qui cognent à nos portes. Donc, voilà, c'était le principal de ce que je voulais dire. C'était surtout de remercier l'ensemble des partenaires et de dire qu'on ne fait pas ça tout seul et que tous et toutes ont été consultés pour en arriver à la présentation qu'on a faite aujourd'hui. Alors, merci, puis surtout, bon retour pour cet après-midi. Merci.